Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du dimanche. Avant de revenir sur les événements marquants de cette semaine, l'actualité du jour, c'est la fête des marins. Une matinée de célébration sous un beau soleil. Des centaines de fidèles étaient présents pour rendre hommage aux marins disparus. Messe, procession, bénédiction. Retour sur cette édition 2017 avec Amélie Revers et Jérôme Anger. Dans une cathédrale bondée que s'est déroulée la 137e fête des marins. Une tradition qui ne perd pas de sa ferveur malgré le temps qui passe. Tous ceux qui pouvaient venir étaient présents. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur d'eux-mêmes, de leur cœur. C'est enraciné en eux. Chaque famille a une histoire rattachée à la mer. Alors comment ne pas venir à cette fête des marins? Ils célèbrent en quelque sorte leur passé et en même temps ça les galvanise pour l'avenir. Après la messe, les fidèles se sont rendus au square Joffre pour rendre hommage aux marins disparus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un rituel incontournable de la cérémonie qui tient à cœur au Saint-Pierret et Miquelonnet. Mon père était marin déjà, puis voilà, pour honorer les marins qui sont là, voilà. C'est une très belle fête. C'est très spirituel, je vois que ça réunit la communauté à Saint-Pierre-et-Miquelon et je trouve que c'est une très belle messe, je suis contente d'avoir participé. La procession s'est ensuite arrêtée quai Léonce Dupont pour la bénédiction de la mer et des navires, qu'ils soient sur l'eau ou à terre. C'est la première fois que je porte un bateau. Et alors, c'est comment? C'est un peu lourd, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues. Très bien, avec le soleil surtout, c'est magnifique. Une météo au rendez-vous donc, qui n'a rendu cette fête des marins que plus belle et plus réussie. Comme tous les ans, c'est bien passé, on a eu le soleil avec nous, ça a été magnifique. L'église était remplie, on ne peut pas demander mieux, c'est magnifique. Et la fête des marins s'est achevée avec la parade des bateaux pavoisés dans le port de Saint-Pierre. Place maintenant à la rétrospective avec pour commencer la tant attendue désignation d'un nouveau conseil d'administration à la Caisse de prévoyance sociale après 5 mois de recours à un administrateur provisoire. Alors qui sont les 15 membres choisis? Réponse avec Delphine Janot. C'est un arrêté préfectoral qui met fin à un feuilleton commencé l'année dernière. Une liste de 15 noms, les nouveaux membres du conseil d'administration de la CPS. Il est composé de 5 représentants au titre des employeurs, 1 au titre du Collège des travailleurs indépendants, 2 représentants des assurés sociaux, 3 pour l'Union départementale FO, 2 pour la CFDT et 1 au titre de la CFTC. De 2 personnalités qualifiées désignées par le préfet, enfin d'un représentant du personnel de la CPS dont la voix sera consultative. Pour rappel, en janvier dernier, un administrateur provisoire avait été nommé pour garantir la continuité de l'ensemble des services et des prestations. Le mandat du conseil d'administration en place était en effet arrivé à échéance et le projet d'ordonnance portant réforme de la sécurité sociale, qui devait notamment rapprocher le système local du national, retiré après avoir suscité de nombreuses inquiétudes. Ces derniers mois devaient entre autres laisser le temps aux différentes entités de nommer leurs représentants. Les 15 membres devraient se réunir le 29 juin pour élire le bureau. Un bureau qui, une fois choisi, permettra au dossier de la réforme de la sécurité sociale d'être de nouveau d'actualité. Et particularité de ce nouveau conseil d'administration, il a été désigné par le préfet et non pas élu. C'est une nouvelle disposition prévue par la loi EROM, la loi égalité réelle en Outre-mer. On écoute le préfet Henri Jean. Qu'il fallait assurer une représentation équilibrée sur proposition des organisations représentatives
à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous disait le texte adopté par la loi EROM. Et donc, nous avons travaillé avec les organisations syndicales ici pour établir la bonne représentativité de chacune des organisations. Je pense que c'est mission accomplie. Le conseil d'administration nouvellement nommé, il va avoir à assurer la direction, l'orientation générale de la caisse, l'équilibre des prestations, etc. Ça, c'est le travail normal d'un conseil d'administration. Et en plus, en effet, le Parlement, toujours dans le vote de la loi égalité réelle pour l'outre-mer, a réouvert une période de discussion, de négociation pour remettre en chantier la modernisation des statuts de la Caisse de prévoyance sociale. Donc ça sera également un sujet important pour les nouveaux administrateurs. En bref, Annick Girardin, reconduite dans ses fonctions de ministre des Outre-mer après avoir remporté les élections législatives le 17 juin dernier. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a maintenue au gouvernement lors du remaniement. Le mandat de député de l'archipel sera donc assuré par son suppléant Stéphane Clairaut. Dans l'actualité locale également, la formation des pompiers de Saint-Pierre. Une semaine de stage assurée par 2 formateurs venus de Seine-Maritime. C'est leur seconde visite en un an. Au programme mercredi, s'entraîner à la descente en rappel. Amélie Revers, Jérôme Anger. Bon, allez, tiens bien, d'accord. Descendre en rappel en toute sécurité. La dizaine de pompiers de Saint-Pierre suit les précieux conseils de leurs 2 formateurs venus de Seine-Maritime. Là, on est en train de procéder à la descente d'un sauveteur à partir d'un autre sauveteur qui va l'assurer. Donc on va contrôler la descente pour arriver jusqu'à la plateforme basse. Les soldats du feu sont en stage depuis mercredi dernier. Après un perfectionnement pour les chefs de véhicules et des formations incendie et secours routiers, ils apprennent maintenant à utiliser un lot de sauvetage et à se protéger contre les chutes. C'est-à-dire toutes les techniques du lot de sauvetage pour pouvoir faire une évacuation d'une personne par l'extérieur d'un bâtiment. Pour quelles raisons est-ce que vous seriez amené à faire ça ? Ça pourrait très bien être une personne blessée sur un chantier, sur un échafaudage à redescendre au sol, ou ça peut être très bien quelqu'un dans un bâtiment qui doit être évacué par l'extérieur s'il y avait de la fumée par exemple. Mise en sécurité, sauvetage et reconnaissance. Tous ces entraînements se font donc avec du matériel appartenant aux sapeurs-pompiers de Saint-Pierre. Le lot de sauvetage justement, qui contient harnais, poulies, sangles, cordages et autres mousquetons. C'est un outil qu'ils viennent d'acquérir au cours de l'année, donc c'est la 2e mission des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime à Saint-Pierre. L'année dernière, on leur a fait une initiation, mais ils n'avaient pas encore le matériel. Ils s'en sont dotés au cours de l'année, donc du coup là on les forme pour qu'ils puissent être totalement indépendants sur l'utilisation de ce matériel. Le bilan est très positif par rapport au niveau des sapeurs-pompiers, aux compétences supplémentaires qu'ils ont acquis. Je pense que tout le monde va pouvoir en tirer du plus pour le quotidien. La formation s'achèvera avec l'exercice de sauvetage en mer Triton, pour lequel les pompiers seront en charge de la mise en place du poste médical avancé. Tester la coopération régionale en matière de sauvetage en mer, c'était l'objectif de l'exercice franco-canadien de sécurité civile qui s'est déroulé jeudi au large de Saint-Pierre. Baptisé Triton 2017, il a mobilisé une 60aine de figurants ainsi que des secouristes et équipages français et canadiens. Scénario choisi, une explosion survenue sur le Cabestan. Bilan, 1 mort et une 50aine de blessés. Amélie Revers, Jérôme Anger. Il est 14h lorsque le Cabestan quitte le port de Saint-Pierre. Au large, le Fulmar et le navire de la garde côtière du Canada sont déjà sur zone, prêts pour l'exercice. The Cabestan, George R. Perks for exercise, Roger, I copy. You required emergency assistance for firemen and do not require any further assistance at this time. Over. Immobilisé, le Cabestan signale un départ de feu et une explosion à son bord. À 15h20, l'évacuation des 60 passagers commence vers le George Perks. Les victimes sont ensuite triées par les secouristes canadiens. On reçoit des gens qui sont blessés de gravité mixte. Il y a des personnes qu'on appelle les verts qui sont tout à fait d'accord et les plus graves, les rouges. Ok, et qui s'occupe d'eux? Mais c'est l'équipe médicale de Saint-Pierre et l'équipe de la garde côtière ici.
Malgré l'arrivée de l'équipe médicale du centre hospitalier François Dunant sur le navire canadien, les secouristes sont en situation de dépassement de moyens par rapport au nombre de victimes et le tri des blessés doit se faire sans tarder. C'est un exercice franco-canadien qui est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'abord de voir comment on va travailler ensemble dans des situations qui sont compliquées, en passant d'un bateau avec des transbordements, etc. Et puis ensuite d'évaluer un système qui est en train d'être mis en place à Saint-Pierre-et-Miquelon qui permet d'aller beaucoup plus vite parce que les données vont être transmises de façon automatique et immédiate à l'hôpital et à la cellule de crise par le satellite en fait. Le système NUVI permet la traçabilité et l'identification des victimes et sert d'aide à la prise de décision pour le personnel médical. Il fonctionne grâce à des smartphones et les données sont transmises en temps réel aux services français et canadiens concernés. C'est le docteur Burkel qui l'a mis en place ici à Saint-Pierre. Alors là en fait je vérifie que les victimes soient bien tracées. Donc à chaque fois que je les scanne, je sais où elles sont et ce qu'elles font, leur déplacement. Tout à l'heure elles étaient en zone d'impact sur le cabestan, ensuite elles ont été transportées sur le Perks et puis là elles vont rentrer dans le PMA, donc je les trace. Il est encore tôt pour dresser un bilan, mais l'opération franco-canadienne Triton semble réussie. Le secours en mer, vous savez qu'il est organisé par une coopération intergouvernementale entre le Canada et la France, et donc intervention des moyens maritimes et aériens canadiens. Première chose, coopération qui a marché excellemment. Des propos tempérés par les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre qui ont mis en place le poste médical avancé sur le quai du commerce. Hormis avoir acheminé le PMO, l'avait mis en place. On est là depuis 15 h cet après-midi. On n'a pas vu personne, on n'a joué aucun rôle. Pour nous, c'est absolument zéro. Une réunion doit maintenant avoir lieu entre tous les acteurs de l'exercice Triton afin d'en tirer tous les enseignements. Dans l'actualité culturelle, le retour de la troupe de théâtre Les Chemins Errants pour la seconde année consécutive. Karine Gaulin et Edith Beauséjour ont proposé à tous les écoliers de Miquelon des ateliers de théâtre un peu particuliers, mêlant danse, musique et images. Clara Rossamena, Alain Rebman. Tout doucement, presque sur la pointe des pieds, les écoliers viennent assister à un spectacle. Bienvenue dans l'univers de Karine et d'Edith. Un monde empli de poésie et de douceur. De quoi susciter l'intérêt de ces jeunes spectateurs, à la fois attentifs, émerveillés et perplexes. C'est élégant. Karine et Edith aiment voyager. Leurs chemins se sont arrêtés cette semaine à Miquelon. Après avoir séjourné 3 semaines sur Saint-Pierre, les deux amis artistes proposent aux enfants du village d'explorer à leur tour leur créativité. Et pour cela, la peinture est un excellent support lorsque l'on a 5 ans. Quand les enfants sont plus grands, ils ont davantage envie d'être dans le concret, donc de dessiner des choses. Ils n'aiment pas quand c'est envahi, quand ça disparaît derrière la matière. Alors que là, aujourd'hui, on est vraiment dans la matière, dans la peinture, dans les couleurs, dans les taches, dans le mouvement. L'objectif, c'est pas de faire Picasso aujourd'hui. Pas du tout. Et de l'imagination, les enfants n'en manquent pas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu peins ? Une feuille. Elle est où la feuille ? Montre-moi. Et quoi d'autre ? Quoi d'autre tu as dessiné ? Il est où le fantôme sur la page ? Tu me montres ? Attends, je vais faire les yeux après. Ah d'accord. Ah, c'est au début alors. Oui, je suis en train de faire les bras. La venue de la troupe Les Chemins Errants et les différents ateliers proposés font aussi l'unanimité chez les enseignants. C'est vraiment précieux de recevoir à Miquelon des artistes aussi professionnels qui agissent dans différents domaines, tant sur le plan musical que artistique, que art visuel. Enfin, ils sont vraiment polyvalentes, c'est énorme et c'est formidable. Et c'est d'autant plus formidable que les artistes ont 1001 idées pour éveiller l'imaginaire des plus petits et mettre tout leur sens en éveil.
Bon, ce matin, c'est peinture, un peu de danse. Demain, on va aller plus un peu dans le théâtre d'ombre, le théâtre d'objets, le bruitage. Alors, avec les grands, il y a un atelier de théâtre de samouraï. On va toucher aussi les ombres. Alors, c'est ça, on essaie de présenter plein de médiums différents. Un peu de musique, un peu de peinture. Il en faut finalement peu pour exprimer ses émotions. Pari réussi pour les artistes qui ont su déchiffrer le langage des plus petits. Ce sont les amis. Et vous pouvez retrouver ces reportages sur notre site internet saintpierre-miquelon.lapremière.fr ou sur l'application La Première. À suivre le point sur l'actualité dans le reste du monde. À la une de l'actualité nationale et internationale à Saint-Nazaire, le coup d'envoi d'une course inédite entre le Queen Mary 2 et 4 trimarans géants, une traversée de l'Atlantique pour commémorer le débarquement américain de 1917. Des amours, des unions, les Républicains peinent à s'accorder sur le candidat à la présidence du parti. Pour certains, le divorce est inévitable. Subtilité des arômes, richesse des nuances, l'école des grands vins de Bordeaux mène une opération séduction auprès d'œnologues et sommeliers venus du monde entier. Mais avant de développer ces titres du sport avec la défaite des Bleus en finale de l'Euro de basket féminin à Prague, elles se sont inclinées 71-55 face aux Espagnols. C'est la 3e fois d'affilée que les Françaises perdent en finale, après 2013 et 2015. Il s'agissait du dernier match international de la capitaine Céline Dumerc. Coup d'envoi d'une régate unique à Saint-Nazaire. Le paquebot Queen Mary 2 et 4 maxi-trimarans participent à une course inédite baptisée The Bridge, une traversée de l'Atlantique destinée à commémorer à New York le centenaire du débarquement des Alliés américains en 1917. Hakim Abdel-Kalek, Thomas Paga et Aurélie Jansin. C'est une course unique dans les annales de l'histoire maritime. 4 Formule 1 des mers face à l'un des plus grands paquebots du monde. Pour son départ de Saint-Nazaire, le Queen Mary 2, construit ici, a été acclamé par des milliers de badauds, tel un enfant du pays. Que des frissons de voir repartir, c'est magnifique, magnifique. C'est presque triste, c'est presque un adieu. Non, c'est pas triste, non, au contraire, c'est magnifique de voir tous ces gens sur ce bateau qui a été construit à Saint-Nazaire. On le voit revenir, on le voit partir. Voilà, c'est pas triste du tout, au contraire, c'est magnifique. Une grande émotion, parce que moi je l'ai vu la première fois partir il y a 14 ans. Donc je le revois aujourd'hui repartir, c'est une grande émotion. Ça me donne envie de partir. Partir à New York ? Partir à New York. Vous n'avez pas votre billet ? Non. Mais il y avait aujourd'hui à Saint-Nazaire 4 autres stars, 4 maxi-trimarans qui font la course contre le Queen Mary 2 jusqu'à New York. À leur départ, ils ont été chaudement salués. Ils sont vraiment très très jolis, c'est une émotion de partir, qu'ils partent en Amérique. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu de bateau comme ça au départ d'une course. Parmi les navigateurs de cette course, Thomas Coville, recordman du Tour du Monde en solitaire. Il n'était pas encore parti, qu'il était déjà pressé d'arriver. Quand il y a Manhattan qui s'allume derrière, pour l'avoir vécu une fois ou deux, c'est juste un moment magique. Si en plus t'es premier, il ne te manque pas grand-chose à ce moment-là. À 19h, le départ est donné. Survolé par un Airbus, le Queen Mary 2 et ses 4 compétiteurs prennent la mer. C'est parti pour 5000 km de bataille et une semaine de traversée de l'Atlantique dans un face-à-face totalement inédit. 345 mètres d'un côté contre 31 mètres pour les trimarans. 150 000 tonnes face à 12 tonnes. Et un bateau qui file à 51 km/h face à des voiliers qui, eux, peuvent atteindre 74 km/h. Mais de Saint-Nazaire à New York, les voiliers auront le vent face à eux. Ils seront donc plus lents que le Queen Mary 2. De plus, le navire filera tout droit, alors que les voiliers prendront une route légèrement plus au nord ou plus au sud.
Cette route est celle empruntée il y a 100 ans par des milliers de soldats américains venus à Saint-Nazaire pour le débarquement de juin 1917. En fonction de la force des vents, l'arrivée du Queen Mary II est prévue à New York autour du 1er juillet. Dans l'actualité également à La Réunion, le naufrage cet après-midi d'un bateau de pêche au gros à l'entrée du port de Saint-Gilles, à l'ouest de l'île. Il avait à son bord 9 personnes, 2 sont décédées, 6 ont été blessées. L'une d'entre elles est portée disparue. On fait le point avec Géraldine Blandin. Piégé dans les eaux et impossible à ramener au bord à cause de la forte houle, le bateau de pêche au gros, le Maeva 4, a chaviré à l'entrée du port des Roches Noires à Saint-Gilles. C'était aux alentours de 14h30. Le pilote du bateau, un habitué de la mer, n'aurait pas eu le temps de finir sa manœuvre. Certains évoquent la piste d'une panne et l'embarcation par la suite se serait renversée à cause des grosses vagues. Des témoins venus profiter du grand boucan ont assisté à la scène. L'âme de la mer l'a poussé. Il est venu jusqu'au bord et je vois le monsieur qui sort du bateau et il court. Et puis 2-3 gens qui vont lui prêter la main pour l'emmener. Et ensuite, moi, je pensais qu'il était tout seul. Mais comme j'ai vu que les autres continuaient à chercher. 9 personnes étaient à bord. L'une d'elles a réussi à regagner la plage seule. Malgré l'intervention rapide des secours en mer et dans les airs, les recherches ont été difficiles. En fin d'après-midi, une personne était toujours portée disparue, 2 autres décédées. Et les recherches ont été suspendues à la tombée de la nuit au regard des conditions météo très défavorables sur zone, selon la préfecture. En bref, les manifestants de la Gay Pride organisée en Turquie, à Istanbul, dispersés par la police. Elle a fait usage de balles en caoutchouc pour empêcher cette parade, interdite hier par les autorités locales. Au moins 4 personnes ont été interpellées. Dans l'actualité politique, en France, la recomposition de la droite s'annonce mouvementée. L'ancien ministre Xavier Bertrand s'est exprimé aujourd'hui dans les colonnes du Journal du Dimanche. Il a annoncé qu'il ne briguerait pas la tête du parti en novembre. Il se dit prêt à soutenir Valérie Pécresse. Javi Timbert, Jean-Marc Nouknouk. C'est une campagne ou plutôt un combat avec en ligne de mire la présidence des Républicains qui commence aujourd'hui. Voilà Xavier Bertrand que l'on imaginait candidat et qui n'en veut surtout pas. Et pour cause, ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus, dit-il. Cible particulière dans son viseur, Laurent Wauquiez, ceux qui comme lui n'ont pas choisi à la présidentielle entre Macron et Le Pen. C'est une fracture terrible qui reste ouverte. En réalité, il n'y a plus grand-chose en commun entre nous et on n'a peut-être plus grand-chose à faire ensemble. Laurent Wauquiez, accusé par Xavier Bertrand de courir après l'extrême droite, réplique « Ne laissons pas les médiocres aigreurs nous détourner du seul objectif qui compte, la reconstruction d'une droite fière de ses valeurs. » Ambiance. Aux Républicains, on compte les points, dans un parti déjà affecté cette semaine par la création d'un groupe parlementaire distinct. Aujourd'hui, on est en train, il y a ce vrai risque d'essayer de s'isoler dans autant de chapelles qu'il y a de petites lignes politiques. On doit au contraire essayer de travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va partir en vacances ensemble. Mais qui en a encore envie? Xavier Bertrand pousse Valérie Pécresse pour la présidence du parti, mais semble ne pas croire à l'utilité de ce poste. Ouvrons les yeux, nos électeurs nous ont quittés et on rebondirait grâce à l'élection du président des Républicains. Le mal est beaucoup plus profond. Beaucoup pensent que le divorce est inévitable. Regardez les conservateurs britanniques. Ils arrivent à conserver dans le même parti ceux qui sont pour l'Europe, l'appartenance à l'Europe, et ceux qui étaient pour le Brexit. La droite française n'a pas réussi à faire ça, elle a explosé parce que Macron l'a fait exploser. Xavier Bertrand ne dit pas autre chose. Certes plus puissante à l'Assemblée, la droite est aujourd'hui dans la même situation que le PS, à la recherche de son avenir. Et de son côté, le MoDem a désigné son nouveau président du groupe à l'Assemblée, Marc Fesneau, 46 ans, député du Loir-et-Cher. Il a été élu aujourd'hui à l'unanimité, une élection qui intervient après la renonciation de l'ex-ministre et député Marielle de Sarnez. Ils viennent découvrir les caractéristiques du terroir français. Des œnologues et sommeliers venus du monde entier suivent actuellement une formation à l'école des grands vins de Bordeaux. Ils obtiendront un diplôme et devront obligatoirement transmettre le savoir acquis dès leur retour au pays. Johan Rolla, Manon Descoublès. Cela ressemble
un circuit touristique au milieu des vignes bordelaises. Mais pour cette guide et ses visiteurs de Singapour, des États-Unis, de Chine ou de Corée, c'est un voyage d'études. Contrairement aux apparences, bonjour. Nice to meet you. tous sont des professionnels du vin. Venus rencontrer ce propriétaire bonjour. Et découvrir un grand château du Haut-Médoc. Ici, c'est un château familial. C'est ma famille. Pour ces œnologues ou ces sommeliers, chaque détail compte. On a 4% de petits verres d'eau et 3% de cabernet franc. Les caractéristiques du terroir, comme les moindres secrets de fabrication, dont recèle cette cave traditionnelle. Les producteurs de vin californiens ont de très belles caves, mais elles n'ont pas vraiment d'histoire. La plupart ont moins d'un siècle, moins de 50 ans. Ici, c'est vraiment la Mecque des amoureux du vin. Et pour ces passionnés, la récompense est toute proche. Tutoyer quelques instants la robe rubis et les arômes des meilleurs millésimes de ce grand cru classé. On sent vraiment que c'est de toute première qualité. C'est tellement subtil que je dois tout noter, sinon je vais tout oublier. Ici, toutes les dégustations sont gratuites. Le syndicat des vins de Bordeaux prend aussi en charge tous les déplacements du groupe et les nuits d'hôtel de chaque participant. Coût de cette opération séduction, plus de 1 000 € par personne. Et c'est des gens qui en effet vont être des futurs prescripteurs dans des formations un peu partout dans le monde, dans les différents pays dans lesquels ils sont basés. Quelques heures seulement pour apprécier toutes les grandes nuances de Bordeaux. Connaître ses châteaux les plus prestigieux, mais aussi découvrir quelques-unes des étoiles montantes de ces vignobles, comme ce domaine. Ici, des vins de toutes les couleurs vendus de 4 à 7 € la bouteille. Le vin blanc intéresse particulièrement cette importatrice. Alison Hu travaille pour un géant chinois du commerce en ligne. Les vins blancs se marient parfaitement avec la cuisine chinoise. Mais la plupart des consommateurs associent encore le vin à la couleur rouge. Ça va prendre encore un peu de temps. Après 3 jours de visite, c'est l'heure de l'examen. Une dégustation à l'aveugle. Rive gauche, rive droite, plutôt Cabernet, plutôt Merlot, donc 2 styles bien différents. Trouver les bons mots pour décrire toute la subtilité des arômes. Au nez, on a tout de suite les fruits rouges. Des notes de groseille ou de framboise. Vraiment beaucoup de fruits sur le palais. C'est la condition pour décrocher son certificat de formateur en vin de Bordeaux. Oui, on s'occupe bien d'eux, mais en contrepartie, c'est vrai, on les fait travailler et ensuite il y a un retour. Donc il y a une obligation ensuite de donner un certain nombre de cours, de communiquer d'une certaine façon sur Bordeaux et de transmettre toute cette connaissance qu'ils ont acquis pendant 3-4 jours. Grâce à ces stages, Bordeaux dispose de 250 ambassadeurs à travers le monde. À Pékin, nous retrouvons Alison Hu. Une bouteille de vin sur 3 vendue sur son site internet est un Bordeaux. La demande explose et les consommateurs en redemandent. Dans ses murs, l'entreprise organise chaque mois des dégustations gratuites. Je pensais que ce serait beaucoup plus sucré, comme du raisin. Mais ça n'a pas vraiment le goût du fruit. J'étais juste curieux au début. Maintenant, j'aime bien. Je pense que le vin deviendra indispensable dans ma vie.
Grâce à cette ambassadrice à 8500 km des vignobles, 300 nouveaux clients potentiels découvriront cette année les vins de Bordeaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retour de l'information dès 7h demain radio avec Linda Sassi. Ce sera Delphine Janot à 12h30. On se retrouve le soir en télé pour le journal de 20h. Tout de suite, le bulletin météo et un film français, Ce que le jour doit à la nuit d'Alexandre Arcadi. Puis, On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Très belle fin de week-end à tous et à demain.